Bonjour à vous tous, aujourd'hui un tuto pas comme les autres. Il y a quelques temps de ça, il y a pas très longtemps, j'ai fait un tuto concernant qu'on appelle ça des problèmes de porte sur Mercedes Cinturo. J'en ai fait un autre, c'est sur le poste de conduite d'un Mercedes Cinturo. Et puis il y a, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est Aziz, qui m'avait mis dans les commentaires: peux-tu nous parler de ton métier? Donc au départ, je lui ai répondu: qu'est-ce que tu veux savoir sur le métier? Et après réflexion, je me suis dit, tiens, finalement, ça peut être un nouveau sujet de discussion. Et en parlant de mon expérience, en parlant de ce que j'ai pu voir, ça va peut-être pouvoir donner envie à certains qui osent pas se lancer dans le milieu du transport, que tout est possible. Donc, pour commencer, déjà, pour être chauffeur de car, il faut avoir 21 ans, ça c'est sûr. Ensuite, moi j'ai fait un titre professionnel, c'était en 2007. Donc un titre professionnel, ça débouche sur un BEP-CAP. Moi, à cette époque-là, c'était comme ça, de conducteur. Donc ça comprend, donc il y a de la conduite, forcément de la conduite plateau, conduite sur route. On va trouver, il y aura des fiches, donc des fiches à apprendre béton. Donc sur la sécurité, il y a 20 thèmes. Donc ça c'est à bosser, bosser. Il faut que ça sorte naturellement, mais lors de l'oral, ce qui est un oral. Ensuite, il y a un tirage au sort des parcours que vous allez apprendre lors de votre formation. Donc ça dure 3 mois. Ensuite, le plateau, pareil, vous allez tirer au sort. Ça peut être une marche arrière, un stationnement en épi, un créneau. Ça peut être plein de choses. Donc ça se passe comme ça. Ensuite, vous allez faire de la salle, donc il y a de la FIMO à bosser. Donc c'est sur les temps de conduite, sur la législation européenne, enfin bref, surtout. Ça, vous allez apprendre ça pendant votre séjour en titre professionnel. Ensuite, ça c'est une façon de l'avoir. Ensuite, vous avez aussi comme on dit, oui, le coût. Ça coûte super cher. Ça vaut quand même, à l'époque, dans les années 80, les anciens chauffeurs, ils payaient ça 8000 francs. Donc en euros, ça revient à 8000, c'est à peu près à 1200, ouais, une moyenne de 1200 euros. Donc vous voyez maintenant, en 2007, c'était 5005 que ça m'a coûté. Et maintenant, je crois qu'on approche des 6000. Donc c'est quand même assez important, parce que le prix est conséquent. Mais après, le but du jeu, c'est de garder son permis. Donc ça, c'est très très important aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Il y a aussi une façon comment dire, en Île-de-France, il y a un campus de formation. Donc c'est à Jouy-le-Moutier. Et là, il y a des apprentis. Donc ceux-là, ils sont formés. Après le temps, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont formés pour devenir chauffeurs. Et il me semble que c'est 1 an. Mais là, il faudrait se renseigner, parce que là, franchement, j'en sais rien. Mais ça existe. Ensuite, tout ce qui est financement. Donc moi à l'époque, le financement c'était fait par Pôle emploi, anciennement la NPE. Et donc eux m'avaient mis des bâtons dans les roues, parce que ils n'avaient pas tort un petit peu, mais parce qu'ils partaient du principe qu'en gros j'étais au chômage. Et comme je me suis fait un peu retourner mon chômage, enfin bref, ça a été considéré comme une démission, donc pas d'indemnité au chômage. Et dans la grosse boîte où je suis, j'avais signé un CDI, mais j'avais pas le permis. Donc le temps d'avoir le permis, le CDI il était signé, mais il fallait que j'arrive à l'obtention du permis pour pouvoir conduire, bien sûr. Donc ça s'est bien passé, je l'ai eu du premier coup. Donc après, j'ai pu rentrer dans cette grosse boîte. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des choses très très importantes pour faire ce métier. Quand vous avez passé votre permis, le plateau. Alors le plateau, c'est circuler entre des cônes. Et donc, faut surtout pas négliger cette partie-là. C'est très très important, j'insiste, parce que le plateau, il n'y a pas qu'au permis, quoi. C'est comme si, en gros, vous faites du plateau toute la journée, quoi. Des routes barrées, des stationnements difficiles, vous avez du mal à passer, vous ferez un chemin. C'est chiant. Tous les jours, il y a toujours une situation nouvelle. Alors si vous êtes nul en manœuvre, oubliez ce métier, quoi. Bien sûr, il faut être bon en conduite, il faut être bon partout, quoi.
C'est comme dans tout métier, hein, faut apprendre et faut s'investir un minimum. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ouais, donc les croisements difficiles, ouais, c'est vrai que moi l'autre fois j'étais tombé sur un camion qui était couché sur la chaussée. Il a voulu se serrer, il est tombé, il s'est renversé. Et ils ont dû faire appel à une grosse grue pour pouvoir le redresser. Sauf que sur les routes de campagne, les routes sont pas très larges. Donc la gendarmerie m'a empêché de passer parce que de toute façon ça paraissait logique, je ne pouvais pas. Donc j'ai dû me taper 2 km de marche arrière, quoi. Donc si vous êtes nul en marche arrière, et en manœuvre tout simplement, ça va être problématique pour vous à long terme. Donc pour ce métier, ce que je peux vous dire, donc déjà il faut aimer rouler. En moyenne vous faites 200 km par jour. Alors, on se dit ouais, 200 km sur grande route, ça va quoi. Mais dites-vous que c'est pas que de la grande route. C'est beaucoup de petites routes de campagne, routes défoncées, ça arrive aussi. Et donc en moyenne, si je fais aller sur les 200 km que je parcours en ce moment, si je fais 60 bornes de belles routes, c'est très très bien. Autrement, le reste, c'est vraiment des routes étroites, campagnardes. En moyenne, par an, je tourne alors suivant ce que je fais, avant, je roulais beaucoup. Je tournais pas loin de 44 000 km par an. Là, maintenant, je roule beaucoup moins. Je fais à peu près dans les 33 000 en moyenne. Donc, ce qu'il faut savoir, donc dans l'entreprise où je suis, donc on fait quand même 20 000 km par jour. Une centaine, hein. Je me suis basé sur une centaine de cars, et alors qu'il y en a beaucoup plus. Et sur les deux dépôts où je sillonne en ce moment, depuis 11 ans, on fait en moyenne 35 000 km par jour. Il y a très très peu de cartons. Moi, les gros cartons, j'en ai vu. Il y en a eu 3. Et donc ça va, heureusement, il n'y a pas de blessés, de passagers, parce que ça arrive à chaque fois à vide. Et quand on regarde quand on rapporte le nombre de véhicules qu'il y a en Île-de-France qui roulent, le nombre de kilomètres par jour qui sont effectués, on peut considérer que le voyage en car reste quand même assez sûr. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc si vous êtes fumeur de cannabis, donc tout ce qui est cigarette à la fraise, hein, vous oubliez ce métier, hein, c'est pas fait pour vous. Vous transportez des vies. Donc ça, il y en a un qui a essayé chez nous, malheureusement, et ça s'est mal passé. Donc je reste quand même assez ferme là-dessus. Les fumeurs, ne faites pas ce métier-là. Vous allez perdre à ce jeu-là. Après, tout ce qui est alcool, c'est pareil, hein. Les alcooliques, vous oubliez, hein, ce métier-là, ça sert à rien. C'est tolérance zéro, porter des vies humaines. Et puis, si vous arrivez bourré, de toute façon, le car il démarrera pas parce qu'il y a un éthylotest. Donc, vous êtes fliqué tous les jours. Donc, il faut souffler dans l'éthylotest pour pouvoir démarrer votre véhicule. Il ne faut pas être accidentogène. Parce que si vous êtes en voiture, par exemple, vous faites que cartonner tous les 5 minutes, dites-vous que ça va être plus compliqué en car. Et puis, c'est super dangereux parce que un car contre une voiture, ça pardonne pas. Le téléphone au volant, ça vous oubliez aussi complètement, hein. Si vous êtes addict, c'est dans notre boîte, c'est tolérance zéro, hein, c'est licenciement assuré. Après, il faut avoir le sens de l'orientation, ça paraît logique. Il faut pouvoir arriver à se repérer, reprendre une route si une route est barrée, ça arrive souvent, hein. On s'engage et puis on tombe nez à nez avec un panneau route barrée, là on est dans la merde. Dans ce cas-là, l'idéal c'est d'arriver de pouvoir retrouver son chemin sans souci. Donc la ponctualité, alors si vous êtes toujours à la bourre, c'est même pas la peine, vous oubliez. Il faut être à l'heure, toujours en permanence. Les réveils, les retards, ça c'est inacceptable. Dites-vous que vous transportez du monde et ces gens-là ils vont travailler, quoi. Donc si vous avez des problèmes avec le réveil, vous avez plusieurs solutions.
Soit bah, vous sortez les doigts des fesses de façon à ce que ça vous faites aucune ratée de service. En deux, si vous avez le réveil un peu dur, parce que c'est vrai que des fois on est fatigué, hein, je l'avoue, bah vous mettez, moi c'est simple, pour être bien sûr de ne pas faire une ratée de service, j'ai un téléphone portable, donc sur le téléphone portable je mets 6 alertes où ça décale de 5 minutes. J'ai un téléphone pro, 6 alertes à peu près, où ça décale de 5 minutes. Un gros réveil avec buzzer, le téléphone fixe avec une alarme. Vous voyez, je me donne les moyens de me réveiller de façon à pas rater un service. Donc ça c'est très très important. Il faut avoir une bonne mémoire aussi visuelle pour pouvoir repérer les lignes, parce qu'au départ vous mangez de la ligne, il faut vous le dire, et il faut retenir énormément. Donc moi j'ai une méthode pour apprendre, c'est très simple. Il y en a, ils apprennent plus facilement en se mettant au volant. Moi au contraire, moi faut que je sois à côté. Comme ça je suis à côté avec une feuille, je suis avec un petit dossier et j'écris. Et je vois tous les petits détails, une boîte aux lettres, je sais pas moi, des volets qui sont pas une certaine... des ralentisseurs, des panneaux, vous voyez, j'ai mes petits repères, et je peux engranger facilement 250 km de parcours en une seule fois, et après refaire la ligne derrière sans me planter. Par contre, j'ai aucune mémoire visuelle des visages, donc on peut pas tout avoir non plus. Donc l'idéal c'est d'avoir, quand vous faites ce métier-là, pour apprendre les parcours, il faut prendre des notes. Parce que c'est simple, moi j'ai appris par exemple une ligne on va dire en 2016, et je vais la faire peut-être des fois, entre 2016 et 2018, je l'aurais peut-être fait 2 fois, quoi. De façon à ne pas l'oublier, vous notez tout correctement, quoi. Et après ça va vous resservir, hein. Vous la gardez sous le coude gauche et ça vous permet de la ressortir quand vous avez besoin. Donc ça c'est très très important. Ensuite, donc c'est un métier qui demande beaucoup de concentration, parce que c'est, vous verrez, hein, pour ceux qui veulent faire ce métier-là, quand on conduit un car, au départ on est tellement concentré que on roule, on rentre chez nous, mais on est fracassé, on n'en peut plus, quoi. La fatigue, elle vous prend le dessus, tellement vous avez donné de concentration. C'était simple, en gros, en moyenne, quand je faisais 1000 km en voiture, au niveau de l'état de fatigue, et je faisais 300 bornes en car, j'étais aussi fatigué, quoi. Donc, puisque quand vous roulez en voiture, bah, vous roulez naturellement. Quand vous êtes en car, par contre, vous regardez, faut avoir les yeux partout, quoi. C'est-à-dire que vous allez tourner à gauche. En tournant à gauche, vous allez regarder avant dans votre rétro qu'il n'y ait personne qui vous double. Vous allez faire gaffe quand vous allez vous rabattre sur un obstacle côté gauche, de façon à rien taper. En même temps, vous allez faire gaffe à hauteur côté droit, au niveau des rétros, parce qu'il y a des panneaux. Parce que il faut savoir que les rétros sont à la hauteur des panneaux, donc il faut éviter de les faire gicler. Après, s'il y a des arbres, faites gaffe à la hauteur du car, ce qui fait 3,45 m. Si les arbres sont trop bas, vous avez un coup à faire un pare-brise. Après, tout en tournant, il faut surveiller l'arrière droit, parce que lui, il va balayer. Alors s'il suffit qu'il y a un piéton ou je ne sais quoi, ou une barrière ou tout ça, vous allez arracher le porte-à-faux arrière. Donc vous voyez, ça demande énormément de concentration à chaque virage, il faut regarder partout. Donc faut être vigilant, quoi, en permanence. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'hygiène de vie, c'est important. Pas se coucher trop tard, parce que l'état de fatigue, il est là. Après, si vous endormez au volant, ça peut être problématique. Là où on a tendance à plus s'endormir au volant, c'est surtout l'hiver. Pourquoi? Parce que on est fatigué, il y a les phares des voitures, il y a pas mal de paramètres qui font que on se fatigue davantage, quoi. Après, moi ce que je conseille quand vous roulez en début de période scolaire, on va dire septembre, et qu'on vous met sur des lignes, vous repérez vos lignes et vous regardez tous les obstacles qu'on peut voir en plein jour, parce qu'après à la tombée de la nuit, quand vous allez rouler de nuit, ces obstacles là vous allez peut-être pas pouvoir les
les identifier et mal les voir, quoi. Donc c'est bien de les voir en plein jour. C'est des façons de mieux repérer son terrain et éviter les accidents. Après, il faut avoir aussi des notions de secourisme. Parce que ça, normalement, au titre professionnel, vous allez faire une petite séance, hein, où on vous apprend des choses. Ben, moi, ça m'a servi. J'ai une petite anecdote que j'ai eue en 2007. Je faisais un lycée sur mon secteur et j'avais des lycéens, forcément. Et ces lycéens, tout allait bien. Il y en avait un qui montait en début de ligne et forcément il redescendait en fin de ligne. Jamais de souci avec ce gamin-là. Et c'était en fin d'année 2008, vers le mois de juin par là. Donc les gamins ils se libèrent un peu, hein, ils se lâchent un peu, ils se connaissent tous. Et puis ce jour-là, il y a celui qui descendait en fin de ligne, il monte dans le car, il s'assoit, et puis je regarde vite fait dans le rétro, et je vois que il avait pas l'air d'être bien, mais bon, il commençait à s'allonger, en train de se reposer. Il y en a un deuxième qui me prend un billet, il était blanc, bon, et puis il se met à côté, puis tout allait bien, quoi. Et je commence à faire ma ligne, et au bout de 5-6 km, j'avais les vitres ouvertes, et là, je sens une odeur de vomi qui arrive à mes narines. Donc je décide je pouvais pas m'arrêter tout de suite, donc je décide de m'arrêter au prochain arrêt. Et je suis allé les voir. Et je pensais que c'était celui qui m'avait pris le billet qui était pas bien, parce qu'il était blanc. Et puis il me fait un signe de la main en montrant son collègue, donc celui qui descendait en fin de ligne forcément, qui était en signe de croix. Et il était aspergé de vomi. Il y avait du vomi de partout sur les sièges, enfin bref, je vous passe le détail. Et donc je décide d'ouvrir toutes les portes et de continuer ma ligne pour le faire au plus vite, pour éviter le supplice aux autres clients. Et donc j'arrive à l'autre arrêt, et ce fameux gamin là qui bougeait plus, qui était en signe de croix, se lève. Alors je me suis dit, tiens, il va remettre une deuxième couche de vomi et il veut sortir. Et donc j'ai un client qui commence à sortir, et lui il arrive par derrière, il va pour descendre les marches, et là il fait le saut de l'ange, il tombe dans un parterre de fleurs, coma éthylique. Et au début on me disait que c'était une gastro, finalement c'était un coma éthylique. Et celui qui m'avait pris le billet était encore plus bourré que le premier, mais c'est lui qui avait appelé les secours. Donc je me suis retrouvé forcément avec qu'on appelle ça les jeunes, plein de jeunes dans le car, donc à gérer. J'ai dû me retrouver donc à appeler les parents, appeler les secours, à le mettre en PLS. Donc en bref, puis je bloquais la route, c'était un vrai bordel ce jour-là. Donc vous voyez, vous pouvez être amené à des situations, voilà, c'était vraiment l'extrême, parce que j'ai jamais eu ça. Bon, en 11 ans, j'ai eu ça qu'une seule fois. Après les agressions, ça vous n'y êtes pas à l'abri. Ça, c'est arrivé une fois avec un jeune qui voulait pas payer, hein, ça en est venu aux mains avec les contrôleurs. Bon, ça a fini en gendarmerie. Et puis le gamin, il était condamné à 600 € d'amende. Bon, ça c'est... Ça arrive, ça il faut le savoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les risques. Donc forcément les risques, vous êtes sur la route tous les jours. Donc ça c'est... faut être vigilant aux autres. Donc il y a un truc très très important, ça s'appelle l'anticipation. L'anticipation, c'est anticiper les conneries des autres, hein. C'est faire, quand vous roulez, vous analysez le secteur en permanence. Tout ce qui est autour de vous, il faut l'analyser, ça c'est très très important. Et adapter son allure en fonction de son environnement, ça c'est très très important. Ça évite les accidents. Si vous suivez cette règle-là, vous ne serez pas embêté. Ça fait 11 ans que je marche comme ça, j'ai jamais ramené un constat. Et j'ai fait à peu près, en 11 ans, j'ai dû faire 400 000 km, pas loin. J'ai tourné sur Renault Tracer, FR1, Iliad, Renault, j'ai fait du MAN. Et là, depuis 2012, je suis sur Mercedes Cinturo. Des très bons véhicules. Très bons véhicules qui braquent super bien. Très agréable à conduire. Donc franchement, c'est... Après aussi, au niveau de la conduite, ce que je peux vous dire, c'est que ne faites pas la lavette, c'est-à-dire le volant toujours d'une main. Parce qu'après, vous allez en payer les pots cassés au niveau de l'épaule. Il y a beaucoup de collègues qui ont eu des soucis de santé à cause de ça. Après, les mal de bras, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Le mal de dos aussi, c'est fréquent, hein, c'est chiant.
Au niveau, ouais, pour revenir sur les risques, après il y a la neige, le verglas. Ça forcément on est confronté à ces choses-là. Ce qu'il faut savoir sur tout à l'heure je vous parlais de la ponctualité. Donc la ponctualité, c'est vrai que c'est important. Mais par contre, quand c'est le verglas et c'est la neige, on rigole pas que la sécurité. Donc c'est votre sécurité avant tout, la sécurité des clients, le matos à sauvegarder, hein, c'est pas négligeable. Mon car il vaut quand même 200 000 boules, 200 000 euros. Après il y a les cars de tourisme, ceux qui font du tourisme, ça peut aller jusqu'à 500 000 euros un car. Donc on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc le but du jeu c'est d'éviter de le péter. Parce que si vous cassez du car à long terme, vous n'allez pas faire longtemps dans la boîte, ça je peux vous assurer. Du passage, il y en a. C'est un métier où vous êtes sur un siège éjectable en permanence, quoi. Si vous faites votre boulot, tout se passe bien. Par contre, dès que vous commencez à déconner, après on peut être derrière vos fesses pendant un bout de temps, et puis après vous pouvez prendre la porte, quoi. C'est un métier où on voit pas mal de passages, quoi. Donc la mission aussi, c'est de... Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Les missions du conducteur, ce qu'on va vous demander, c'est de faire le plein. Le plein de gasoil, le plein de lave-glace s'il y a besoin, la D-Blue, le plein d'huile, le refroidissement liquide. Ensuite, ça, c'est pour certaines boîtes. Dans ma boîte, c'est comme ça. Après, il y a des boîtes, il faut savoir, je crois que c'est sur Évreux qui sont comme ça, je me souviens plus, où il y a, vous rentrez de votre tournée, vous déposez le car, il y a quelqu'un qui monte dedans, il va faire le plein, il fait le lavage, il s'occupe de tout. Ça, il faut savoir que ça existe. Après, au niveau du transport, donc faut savoir qu'il y a, forcément, il y a du tourisme, les cars de tourisme, ça, qui font du national et de l'international. Donc il y a plusieurs boîtes, hein, pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de l'international ou national, hein, vous partez. En général, souvent, ça peut partir quelques jours, voire à la semaine, voire même plus. Alors si vous cherchez une vie de famille, c'est même pas la peine. Vous oubliez tout de suite, parce que vous ne serez pas souvent à la maison. Ensuite, dans les cars de ligne, comme dans l'entreprise où je me trouve, il y a, on peut faire de l'interurbain, on peut faire de l'urbain. Alors l'interurbain, ça consiste, on va chercher les gens dans les campagnes, dans les parties éloignées, et on les emmène vers les gares. Et le soir, on les ramène de la gare vers chez eux. En gros, c'est un peu ça. Ensuite, l'urbain, c'est ce qui tourne, c'est les véhicules de ville, c'est ce qui tourne dans la ville. Donc on a des cars électriques, après on peut des minibus électriques, après c'est des diesels, on peut avoir un peu de tout en urbain. Ensuite, donc la mission, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, pas la mission, on fait des spéciaux aussi. Donc les spéciaux, c'est des occasionnels, c'est-à-dire des choses que vous faites en dehors de votre routine. Donc ça peut être une piscine, ça peut être plein de choses. C'est-à-dire que au mois de mai, souvent vers le mois de mai, il y a beaucoup de sorties d'école, donc on peut faire beaucoup de spéciaux. C'est là où on en fait le plus. Alors moi j'en ai fait quelques-uns aussi, on appelle ça des substitutions SNCF. Donc on remplace les trains quand ils sont en panne. Ça peut arriver. Et quand les trains sont en panne, ou en travaux, les cars vont prendre les clients et les emmener à destination. Donc moi j'ai eu la chance de faire, ça c'est sur volontariat. Et pour moi c'est des défis, ça me permet ça change de la routine, faut se dire ça. Mais c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai fait un Trocadéro à Paris pour Janville, j'ai emmené des scouts. Donc là c'est pareil, on connaît pas, hein, donc on doit se démerder par soi-même. Faut pas se perdre avec les clients comme certains ont fait, malheureusement. Parce qu'après ça hurle dans la chaumière, hein, ça faut vous le dire, hein, ils sont pas contents les clients. Ensuite j'ai fait pareil, j'ai fait Stade de France, Créteil. Donc on passait par un autre dépôt. Et là on se retrouve en reconnaissance. Donc on peut se retrouver par exemple une dizaine, voire une quinzaine dans un bus. Il y a un chauffeur qui nous montre, il passe une seule fois,
Et vous avez intérêt à bien mémoriser, parce que après c'est à votre tour. Une seule fois, un seul repère. Vous prenez des notes, et après c'est à vous. Donc là, j'ai fait donc 80 km, donc le Stade de France. On était parti avec un formateur, on était deux à faire ça, 2 ou 4, je sais même plus. Et on a appris 80 km d'un seul coup, de nuit, 12 gares à mémoriser, de 18h à 20h à peu près, on a dû mettre. Et après, à 22h30, on faisait la ligne avec les clients. Donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mémoriser en une seule fois autant de kilomètres et surtout dans un environnement que vous ne connaissez pas. Donc c'est assez chaud. Après j'avais fait aussi du Roissy, Mitry-Mory pour Roissy, pareil, urbain. Là c'est pareil, hein, Roissy, en voiture c'est déjà le bordel, en car c'est chaud les marrons. Le seul repère, c'est un exemple, on était dans une espèce de parenthèse, on devait descendre les clients qui prenaient l'avion au sous-sol. Après, il fallait refaire tout un tour en aérien pour aller dans la deuxième parenthèse, redescendre en attente, remonter dans la troisième, chercher ceux qui arrivaient, qui atterrissaient, et ainsi de suite. Et le seul repère qu'on avait, c'était l'hôtel Sheraton. Un coup, on l'avait de face, un coup, on l'avait dans le dos. Et ça, ça a été chaud. Pour pas se paumer. Mais c'est des bonnes expériences, et moi c'est des choses que j'aime bien faire de temps en temps. Ça permet de se remettre en question et d'apprendre beaucoup de choses. Ça change de la routine, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc je vais vous parler maintenant des inconvénients du métier. Donc comme je vous disais, un mal de dos, mal aux épaules, on peut avoir des douleurs. Hein. Donc je vous conseille, donc, comme je vous disais, tournez votre volant à deux mains, ça c'est très très important. On insiste bien dans les cas écoles, mais de nombreux chauffeurs le font pour gagner du temps. On va d'une seule main. Et votre santé avant tout quand même. L'inconvénient aussi, l'hiver, quand vous montez dans votre car, vous êtes le premier à rentrer dedans. Quand il fait -5 dehors, forcément dedans, il fait à peu près -5. Et suivant les cars que vous allez conduire, il y en a, ils vont mettre 40 bornes à chauffer. Quoi. Donc vous allez bien vous geler dedans. Après l'inconvénient, les horaires. Alors, les horaires, c'est... Si vous n'êtes pas matinal, ça va être compliqué aussi. Parce que c'est très très tôt. Ça peut être très très tôt, comme vous pouvez être du matin comme du soir. Ça peut être 5h du matin, ça peut être commencer à 16h. Moi je suis aussi dans les bureaux, ça j'en reviendrai tout à l'heure. Où je travaille dans les bureaux où c'est 4h45. L'ouverture du dépôt, donner les papiers au chauffeur, c'est vrai que c'est 4h45, ça fait tôt, mais il faut savoir que j'ai 1 heure de route pour aller bosser, donc ça me fait lever à 3h du matin. Alors si vous n'êtes pas matinal, c'est vrai que 3h du matin, ça commence à piquer. Mais bon, ça se fait, quoi. Ensuite, il n'y a pas que du négatif dans ce métier, Donc les inconvénients aussi, j'ai oublié de dire les services. Donc les services, c'est les tours au niveau des tournées. Il faut savoir que vous faites de tout. C'est des services en plusieurs fois. Alors si vous faites de l'urbain, ça peut être un service en une seule fois. C'est-à-dire vous commencez à 6h par exemple et vous finissez à midi. Après vous rentrez chez vous. Par contre en interurbain, c'est beaucoup. Comme moi, je le fais souvent, c'est 7h, 10h. Et après, je reprends à 15h, 18h40, un truc comme ça. Et ça fait que vous êtes obligé de faire qu'on appelle ça obligé de revenir une deuxième fois bosser. Donc en gros, je suis à 19 km du dépôt. Donc un aller-retour, je me tape. Et après, je me retape encore un deuxième aller-retour. Donc je fais quasiment 70 bornes par jour pour aller bosser. Donc là, c'est galère. Mais par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. Quoi. Vous pouvez vous reposer, prendre des rendez-vous, faire qu'on appelle ça, vous pouvez jouer à la console, faire du bricolage, de la mécanique, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire. Tant que vous êtes au boulot après, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les inconvénients. Bon, après, les avantages. Donc là, il y en a quand même pas mal. 13e mois, chèque cadeau pour enfants. Donc pour le Noël, les enfants, ça c'est important. Chèque cadeau pour le conducteur.
Donc comme avantage, donc on va avoir prime de participation, d'investissement, prime bonus métier, le comité d'entreprise, chèque vacances, etc. Il y a pas mal de... Plus la boîte elle est grosse, et mieux c'est pour vous, quoi. Il y aura beaucoup plus d'avantages, quoi. Donc après les salaires, moi ça peut varier suivant si c'est une petite entreprise, une grosse entreprise. C'est vrai que c'est le minimum, bah forcément c'est le SMIC, mais après vous pouvez faire des très très bons salaires. Mais ça dépend de plein de paramètres quand même. Donc ça je peux pas vous en parler là-dessus. Ça c'est à négocier après avec votre entreprise. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc quand vous êtes conducteur, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la clientèle, les clients, ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes chauffeur. On vous avez vite identifié, vous êtes vite repéré. Par contre, vous ne savez pas qui vous transportez. Ça, il faut bien se le dire dans la tête. Ça peut être des gens très haut placés, des gens qui sont des enquêteurs mystères, ça peut être n'importe qui. Et ça, faut en être conscient. Mais si vous faites votre boulot correctement, que vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de souci, hein, tout se passera bien, quoi. Donc faites pas l'imbécile, tout se passe bien, dans tous les cas. En général, moi, pour savoir si c'est quelqu'un qui est... parce que quand vous conduisez toute l'année, vous avez vos têtes, et toujours les mêmes habitués qui vont prendre votre car. Et des fois, il y a une tête nouvelle, quoi. Donc, faut être un peu plus vigilant, quoi. Faut être à son écoute, ça c'est important aussi. Être à l'écoute du client. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus encore? Ouais, donc la méfiance, ouais, donc c'est important. Donc au niveau de c'est ça, au niveau des conducteurs. Donc il faut savoir qu'en province et en Île-de-France, l'Île-de-France, on va dire que c'est plutôt, on va dire que c'est particulier, quoi. Parce quand vous serez en province, ceux qui sont en province, eux, bah forcément, c'est l'entreprise qui va organiser ses propres transports, qui va organiser ses lignes, tout ça. Mais en Île-de-France, c'est le STIF, donc syndicat Transport Île-de-France, et on a des contrats signés avec eux, et on ne peut pas faire n'importe quoi, quoi. Donc le conducteur, il doit respecter pas mal de choses, quoi. S'il ne respecte pas certains critères, il va se faire plomber la tête, avertissement, et puis ça peut... surtout l'entreprise va prendre des grosses amendes. Donc si l'entreprise prend des grosses amendes, forcément le conducteur, ça va faire l'effet parapluie, hein, comme on appelle ça dans l'armée, hein. L'effet parapluie, ça tape en haut et ça finit en bas, hein. Donc le conducteur il sera mal, parce qu'il va manger aussi. Parce qu'il y a donc j'ai oublié de dire tout à l'heure, le conducteur il doit laver son car, ça c'est très très important, intérieur extérieur, parce que s'il y a un contrôle du STIF, il va se faire allumer la tête. Donc le conducteur de car, suivant les entreprises, j'ai oublié de parler, il doit laver son car à l'intérieur, donc certains chauffeurs sont payés. Et donc s'il y a un contrôleur qui voit que le car est sale, ça peut remonter l'heure, le numéro de plaque du véhicule, et puis après ça vous retombe dessus. Donc faut être bien vigilant à ces petits critères. Pareil, le téléphone, si vous faites choper avec le téléphone à la main, là c'est des amendes qui frisent les 300-400 euros, mais c'est énorme, quoi. C'est des enjeux financiers. Donc en tant que chauffeur, on ne peut pas vous permettre de faire n'importe quoi. J'insiste surtout ça là-dessus. Ensuite, donc ça c'est bon. Donc dans ce métier, donc il y a possibilité d'évoluer. Donc moi j'ai plein de conducteurs, plein de collègues, hein, qui sont arrivés. Il y en a un particulièrement à qui je pense, qui a commencé conducteur et il a fini. Il est toujours en activité, mais il est au niveau du siège, donc il est monté assez haut. Après, il y en a d'autres à échelle plus basse qui étaient conducteurs, qui sont devenus au service contrôle.
Il y en a d'autres, service contrôle, il y en a un qui est devenu formateur. Moi, je suis devenu assureur occasionnel, donc je suis chauffeur, conducteur-receveur, mais en Île-de-France. Je suis... qu'est-ce que je fais? Je fais de l'urbain, je fais de l'interurbain. Je suis aussi dans les bureaux, donc je suis devenu assureur occasionnel, on appelle ça, pour les vacances. Comme il y a des assureurs qui partent en vacances, donc il faut les remplacer. Donc j'ai accepté cette mission-là qu'on m'a donnée. Donc assureur, ça consiste à donner les papiers au chauffeur, ouvrir et fermer le dépôt, gérer s'il y a des retards, donc les clients qui appellent, ouais, le car il n'est pas passé, donc on gère la clientèle par rapport à ça. On essaye de savoir pourquoi le gars il est pas passé. Donc des fois c'est une panne, après ça peut être n'importe quoi, hein. Donc on doit gérer ces situations-là. Après on a qu'on appelle ça on reçoit aussi des directives du directeur, des directives de l'atelier, parce qu'il faut envoyer des cars aux mines, parce que forcément les mines c'est un contrôle technique plus poussé, mais c'est tous les 6 mois sur les véhicules lourds, donc il faut gérer tout ça. On donne les plannings aux clients, donc on doit gérer les absences, aux conducteurs, pardon. Donc c'est un boulot, en gros il faut penser à tout, quoi. C'est-à-dire qu'on commence un truc, on n'a même pas le temps de finir autre chose, il y a une autre action qui va arriver, et il va falloir gérer plein d'actions en même temps. Et ça, c'est un boulot ce qui est assez raide, quoi. Au départ, c'était un peu le bazar. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal un petit peu, quoi. Ensuite, les horaires, donc je vous disais en tant qu'assureur, c'était 4h45, 11h30. On est 3 à se relever. 9h30, 17h30 et 15h30, 23h. Donc c'est ouvert toute la journée. Autrement, il faut savoir qu'il y a une très bonne ambiance dans l'entreprise. En général, entre conducteurs, l'ambiance est bonne. Bon, c'est comme partout, hein. Il y a des cons partout, il y a toujours de la jalousie, mais ça faut passer outre, hein. Ça c'est comme ça, hein. Il n'y a pas que dans le milieu du transport. Alors donc les questions aussi qu'on me pose souvent, c'est pas pénible de faire toujours les mêmes lignes. Alors moi j'ai une réponse à tout ça. Je leur dis tout simplement que, par exemple en mécanique, par exemple en motoculture, le mécanicien il va faire quoi? Il va réparer une tondeuse, après il va passer au taille-haie, après il va passer à la tronçonneuse, après il va faire un autoporté, il va revenir à la tondeuse, et ainsi de suite, quoi. Et ça revient, il y a toujours le phénomène de routine, quoi. Pareil dans une teinturerie, la repasseuse elle va faire quoi? Une jupe, un pantalon, un manteau, ensuite elle va revenir sur une jupe, un pantalon, un manteau, c'est toujours pareil. Dans tous les métiers il y aura toujours un phénomène de routine. Ça il faut le savoir. Donc les lignes, un coup on va faire je sais pas, toujours des numéros de lignes et puis revenir toujours à la même, hein. Ça c'est... Il faut pas se leurrer. Ensuite, moi ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'on est payé à se promener. Franchement c'est cool, on est en vadrouille toute la journée, quoi. Il y en a qui travaillent en usine, qu'en chient. Franchement c'est un métier où... à part les horaires qui sont un peu difficiles, mais autrement, non, moi je trouve ça un bon métier, hein. Les clients sont agréables. Je trouve que c'est... en plus j'aime bien le contact, donc le contact avec les gens, donc ça se passe super bien, quoi. Après, il faut savoir aussi, parce que ça arrive, hein, il y a des clients qui sont énervés après la SNCF parce que le train arrive en retard. Ces gens-là, ils sont énervés parce qu'ils ont leur journée dans les pattes. Ils viennent vous voir, ils ont tendance à se décharger sur vous, quoi, à vous engueuler, quoi. Donc là, il faut savoir arriver à les canaliser. Bon, faut pas gueuler plus fort qu'eux, ça sert à rien, parce qu'ils sont tellement énervés, ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Vous les laissez se décharger, parler. Et après, vous les réconfortez, il faut arriver à rentrer dans leur jeu, à leur faire comprendre les choses, sans hurler. Et en général, ça se passe super bien. Après, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des clients, parce qu'il y a des clients sales qui prennent le car pour une poubelle. Ça, c'est pareil, il faut éviter de se prendre la tête avec les clients. Vous faites votre ligne, vous arrivez,
le carré est dégueulasse, c'est pas grave. Parce que si vous faites une remarque à un jeune, le problème c'est que il va se venger, il va vous lacérer les sièges, il va vous faire que des conneries, le pire des conneries, hein. Il va tout vous péter dans le car, et ça va finir comme ça. Donc moi j'invite les futurs chauffeurs, vous achetez une petite poubelle, ça vaut 2 € chez Babou, vous mettez ça, moi j'en mettais une à l'arrière, une à l'avant, et puis les gens, machinalement ils mettaient ça après à la poubelle, le car restait propre. Donc il faut pas se prendre la tête. Par contre ceux qui font des dégradations, là par contre ça je suis intolérant là-dessus. Je m'arrange en général pour arriver à les coincer et en général j'y arrive bien. En plus on a maintenant dans tous les cars il y a des caméras. Donc j'ai toujours moyen d'arriver à les sanctionner. Si en tant que chauffeur vous agressez pas les gens, ça se passera super bien. Moi j'ai eu le cas d'une ligne où ça se passait super mal. Aucun chauffeur ne voulait conduire cette ligne là, aller là-dessus, parce que les gamins ils étaient hors d'eux. Il y avait des fumigènes qui avaient été balancés dans les cars, ça avait été vachement loin. Et puis un père de famille qui avait été condamné, je sais plus à combien, mais à plus de 2000 € d'amende. Là ça avait été super loin. Et je me suis retrouvé à faire cette ligne là. Et je voulais pas, j'avais pas envie de la faire. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur une des meilleures lignes que j'ai eues, que je regrette d'ailleurs. J'ai passé 2 ans avec eux, des super moments. Je suis rentré dans leur jeu, il y a un qui parlait de jeux vidéo. Alors, comme j'aimais bien jouer à ce moment-là, je suis rentré dans leur discussion. Et puis j'ai réussi à captiver leur attention. Et après j'étais vraiment très très apprécié, quoi. Et ça, j'ai passé 2 ans génial. Et c'était une ligne que personne ne voulait faire. Et je me suis aperçu que le chauffeur qui faisait cette ligne avant, il n'arrêtait pas de gueuler, il s'était pris en grippe, les gamins. Et c'est comme ça que vous allez avoir des gros problèmes, quoi. Donc faut surtout pas jouer avec ça, faut arriver à captiver l'attention des enfants. Faut être sympa, ferme, mais pas con, quoi. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça j'en ai parlé. Alors les contrats d'embauche, donc il faut savoir que maintenant, avant on rentrait facilement. Donc le métier de... Il faut que vous sachiez ça, c'est que le métier de conducteur, c'est ouvert à tout le monde. Les femmes, forcément les hommes. C'est toute nationalité confondue, hein. Donc on a des Belges, Portugais, Français, Algériens, Turcs. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bulgares, je crois. Roumains. Vous voyez, donc on fait pas de sélection là-dessus, hein. Donc c'est... Et puis on s'entend avec tout le monde. Ils sont super sympas en plus, donc c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'être dans le transport à la base, parce que il y a des carrossiers. Moi je suis ancien militaire, je n'étais pas dans le transport, mécanicien. Il y a un qui travaille dans une imprimerie. Vous voyez, il y a tout corps de métier. Donc on peut toujours venir au transport par la suite. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Ensuite, il y a donc je parlais des temps partiels, des temps pleins. Donc il y a beaucoup de temps partiels dans beaucoup de compagnies. Mais il faut savoir que les temps partiels peuvent devenir des temps pleins par la suite. Ensuite, en partiel, nous on appelle ça des contrats CPS. Ce sont des contrats où vous travaillez un certain nombre d'heures. Mais par contre, en période scolaire, vous travaillez tout le temps. Et pendant toutes les vacances scolaires, vous avez vos vacances scolaires. Les salaires sont beaucoup plus bas, mais vous avez une qualité de vie. Alors pour celui qui veut travailler juste à mi-temps, juste pour un complément de salaire ou pour une petite occupation, ça peut être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au permis, j'ai oublié de dire recrutement. Il y a beaucoup quand vous passez votre permis, certaines boîtes de formation font faire des tests d'entrée. Moi, j'en ai pas fait, donc ça s'est bien passé. Mais il faut savoir que ça existe.
Après les amendes, alors ça c'est important. Les amendes, l'entreprise ne va pas payer vos amendes. Je m'explique. Les excès de vitesse, c'est pour votre pomme. Ensuite, le remplissage des disques, parce que vous avez une activité donc, de conduite, de repos. Donc on apprend ça en FIMO. Donc sur les vieux cars, on a des disques à remplir. Et il y a beaucoup de gens qui mettent leur nom, ils remplissent très très mal les disques. Ça j'en vois encore tous les jours. Ils remplissent mal les disques et puis ils font pas gaffe. L'autre fois je me suis fait avoir. Donc au mois d'avril on est passé en, on appelle ça, changement d'heure. Et j'ai conduit le car en un quart de remplacement. C'était un quart de relais, un quart de remplacement. J'ai dû le conduire début juin. De avril à juin, il n'y en a pas un qui s'est aperçu que le chrono n'était pas à l'heure. Parce qu'ils remplissent juste les kilomètres, le nom et puis c'est tout. Et moi je m'en suis aperçu, parce que je me suis fait avoir aussi, mais je m'en suis aperçu le soir même quand j'ai enlevé le disque. En gros je devais rouler de 15h à 18h, ça m'a marqué 3h du matin, 18h. 6h du matin. Donc là c'est passible d'une amende de 135 €. Pareil, une erreur, vous mettez sur le... ça vous apprendrait ça au permis, si vous mettez en conduite alors que vous êtes en repos, là c'est pareil, c'est une erreur, là c'est 135 balles. Après il faut savoir qu'on doit garder 28 derniers jours, 28 disques sur nous. Alors si vous avez fait 28 boulettes, vous faites le calcul, 28 boulettes à 135 €, le chauffeur devra payer 3780 €. Donc ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc je vous conseille de bien remplir vos disques. Aussi pareil, la compatibilité du disque avec le chronotachygraphe. Je me suis aperçu une fois, j'ai failli me faire avoir. Il y en a beaucoup de personnes qui négligent ce truc là. C'est que quand on ouvre le chrono, il y a une lettre et un nombre. Et ça correspond à Pour savoir si votre disque est compatible, vous regardez cette lettre là et ce chiffre. Ça peut être E1, 62 ou des trucs comme ça. Et moi, les disques qu'ils avaient mis dans le car n'étaient pas compatibles. Donc là, c'est pareil, c'est passible d'une amende. Donc, il faut être bien vigilant à tout ça lorsque vous avez le permis. Alors là, maintenant, je voulais passer un petit tant que j'y suis, je voulais passer un message donc aux gens. Donc là, pour commencer, bien sûr, on va commencer par les femmes. Donc, quand vous êtes garé, quand vous voyez, par exemple, vous êtes en train de circuler, il y a un car qui commence à sortir d'un quai pour aller sur la route. Lorsqu'il a mis son clignotant, le code de la route dit qu'on est censé faciliter la manœuvre du car, quoi. Et mesdames, le problème c'est que vous êtes toutes pareilles. C'est sur 10, je dirais qu'il y en a au moins 7 qui le font. Vous faites semblant de ne pas voir le car, quoi. Alors soit vous avez des problèmes de vue, parce qu'un car ça fait, du moins le mien il fait 13 mètres, il fait 3,45 m de haut, 2,55 m. Donc je pense que ça doit se voir, quoi. Donc arrêtez d'insister parce que ça devient chiant. Voilà pour ça. Voilà, c'est dit. Ensuite, pour les nerveux du klaxon, alors ça c'est fréquent. Quand vous êtes derrière un car, donc le car, le but du jeu c'est de prendre des gens. Donc ils vont monter dans le car et puis ils vont descendre du car. Donc lorsque le car est arrêté, c'est pour descendre des gens. Donc inutile de klaxonner, parce que pour l'instant, faire sauter les gens, faire descendre les gens par les fenêtres ou en roulant, ça s'est jamais fait. Donc si vous êtes en retard, arrêtez de klaxonner, partez un peu plus tôt. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc c'est pas fini, il y en a encore pas mal, hein. Ah, pareil, quand vous êtes derrière, pareil pour ceux qui klaxonnent énormément. Vous êtes derrière moi et vous klaxonnez. Bon, faut savoir qu'un Mercedes, il va mettre un certain, comme tous les cars d'ailleurs, ils mettent un certain temps à ouvrir les portes. Le client va descendre, ça va mettre un certain temps. La porte va mettre un certain temps à se refermer. Et après, libération des freins, là je peux avancer. C'est pas ce que vous allez klaxonner que ça va faire avancer plus vite les choses. Il y a un certain temps à respecter sur la manœuvre des portes, c'est une procédure. Donc inutile si vous êtes en retard, partez plus tôt, quoi. Tout simplement. Parce que le problème des Français, ils partent toujours à la dernière minute et après, ils sont en stress total.
Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Après il y avait un autre truc que je voulais vous dire. C'était... Enfin, ça je reviendrai après. Ah oui aussi, ce qui me fait marrer, ça c'est, je vois ça fréquemment. Je suis en train de rouler et je croise des voitures qui sont arrêtées avec des personnes au volant, quoi. Et quand vous nous voyez, quand vous voyez la masse arriver sur vous, c'est là où je rigole, c'est que vous êtes au volant, vous êtes crispé, et puis vous mettez des grands coups de volant à l'arrêt, quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien de secouer le volant dans tous les sens. Si on arrive à une certaine vitesse et qu'on passe, c'est que pour nous il y a la place, on a le gabarit dans la tête. Donc ne vous inquiétez pas, ne flippez pas pour ça. Ensuite, pareil aussi, des choses que je remarque souvent, ça me fait rire, mais ça me fait rire, ça m'enquiquine un peu. C'est que vous êtes en train de rouler, vous voyez un car, et machinalement, c'est gentil, hein, vous voulez vous arrêter pour nous laisser passer, mais à chaque fois que vous vous arrêtez, ça va pas. Parce que vous arrêtez et juste à votre hauteur de vitre, sur ma voie, je ne peux pas passer, il y a souvent un panneau qui gêne ou un poteau. Et il faut savoir que les cars, les véhicules lourds, ont les rétros assez haut, et puis c'est à la hauteur des panneaux. Ou alors des fois vous arrêtez, et puis il y a des arbres, moi je fais 3,45 m de haut. Donc le problème c'est que s'il y a des arbres, je ne voulais pas élaguer les arbres ou râper tout le flanc du car. Donc il faut penser à ça. Donc faites attention qu'il n'y ait rien pour pouvoir nous laisser passer. Pareil, ne jamais vous arrêter dans un virage pour essayer de nous laisser passer. Parce qu'un car, il faut savoir, c'est que une moto, vous allez prendre un virage par la droite, vous allez prendre à la corde. Une voiture, vous allez pouvoir prendre à la corde. Mais un car, vous allez prendre le virage en extérieur, vous allez passer votre essieu arrière en premier et après vous allez vous rabattre. Donc on va chercher sur la voie adverse. Donc si vous mettez à l'arrêt dans le virage, on ne pourra pas aller sur votre voie pour passer l'essieu arrière. Donc vous allez forcément nous gêner et on ne pourra pas, sinon on va tout arracher à droite, sur le flanc. Donc ça, évitez de le faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, une chose très très importante aussi. Ça, là je parle ça aux abrutis. Ces gens-là, c'est des abrutis, c'est des criminels. Il n'y a même pas de mots pour les définir, ces gens-là. Ils se reconnaîtront s'ils voient ma vidéo. Et je voulais leur passer un message assez fort. Le car, il arrive à un arrêt. Et donc forcément on va faire descendre des enfants. Mais certaines personnes vont passer par l'avant, d'autres par l'arrière. Donc la logique veut qu'ils attendent que le car parte pour pouvoir traverser. Mais il arrive que j'ai échappé à 2 drames, que le gamin passe par l'avant. Et il y a toujours un con qui est pressé, et puis qui double tout le monde comme une balle, il veut faire son malin. Sauf que s'il y a un gamin qui traverse, j'ai sauvé une vie une fois en klaxonnant, personne s'est arrêté, et la voiture est passée à fond, un ras de la nana. Et là, ça peut être problématique. Donc ces gens-là, il faudra qu'ils se mettent en mémoire qu'ils ont sûrement des enfants. Et dites-vous que si c'était votre gosse qui descendait du car, et qui venait à traverser la route, et qu'un abruti comme vous, foncez sur votre gamin, comment réagirez-vous? Remettez-vous en question. Voilà. C'était le message que je voulais passer. J'ai vu un gamin se faire foutre en l'air devant moi. J'allais au collège, il y avait j'étais au cul d'un autre car. Un gamin qui est passé entre les 2 cars et a traversé la voie sans regarder. Et une dame qui l'a shooté. Elle était à quoi, à 10 à l'heure. Le gamin il est tombé par terre, il a roulé. Il s'est relevé, il est parti en courant. Mais la femme a été terrorisée, quoi. Donc vous voyez, il y a des différences entre une personne qui fait volontairement, qui fait son kéké. Après, il faut vous dire aussi, quand vous quittez quand un car quitte l'arrêt, il faut surtout faire gaffe à bien regarder que les clients soient bien éloignés du car, de façon à ne pas l'emmener avec vous, sous les cieux. Ça, c'est les messages que j'essaye de faire passer à tout le monde.
Ensuite, pour ça, c'était... Ouais, bah voilà, c'était terminé pour les messages. Autrement, ouais, j'ai fait des... Pour terminer, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage de glisse qui était qui était super sympa à faire. Où on teste le... On va sur une piste glissante, c'était à Vernon, c'était super sympa. On prend un car, on se lance à des certaines vitesses et on apprend à maîtriser le car sur route glissante. Donc c'est bien arrosé, c'est de la peinture bien laquée. Et après aussi, on nous apprend à nous sensibiliser sur les distances de sécurité, sur les freinages. À un moment, on était à pied. Il y a un car, donc c'est un formateur qui arrive avec le car à 90. Et là, quand on voit un car arriver à 90, on a l'impression que c'est une bombe qui arrive, quoi. Et quand on est dans le car, on n'a pas cette sensation-là. L'effet de masse, c'est très très important. Et surtout, ce qui était très important, c'est ce qui m'a bien plu, c'est les distances de sécurité. À un moment, on nous met en condition, on se met au volant, on nous dit voilà, vous êtes en fin de journée, vous êtes en fin de journée, vous êtes fatigué, vous êtes pressé de rentrer chez vous. Vous avez la radio à fond, tout va bien, tout se passe bien. Ça, c'est on se met en condition. Et on suivait je sais plus ce que c'était, une 3008, je crois, de mémoire. Et nous, on se mettait sur la voie de gauche, et la 3008 était sur la voie de droite. Et nous, il fallait qu'on reste impérativement sur la voie de gauche. Et puis donc, on est en train de rouler, on commence à envoyer, hein. Et puis à un moment, il y a le gars en 3008, il écrase les freins, mais il écrase, quoi. Il écrase vraiment les freins, il s'arrête net, quoi. Le car, on est sur la voie de gauche, on écrase les freins, on a dû dépasser 2 longueurs de car. Alors imaginez si vous êtes au volant et que la voiture est devant vous. Là, vous transformez le gars en miettes. La voiture, il prend 12 tonnes dans la tête, c'est tout ce qu'il prend, quoi. Donc sensibilisation sur les distances de sécurité. Ça j'ai pu le voir, j'ai fait des formations aussi de simulateurs, j'ai trouvé ça super sympa. Le formateur, à un moment, il a voulu me tester, il me dit tiens regarde, c'est quoi la voiture qui nous suit dans le rétro? J'ai levé la tête, j'ai regardé dans le rétro, avec une petite télécommande il a fait piler la voiture d'en face, je vais rentrer dedans, quoi. Et pourtant je tenais mes distances. Vous voyez à quel point ça peut aller très très vite. Après on nous a sensibilisé aussi sur les distances de sécurité, sur les, qu'on appelle ça, je me souviens plus, parce qu'on a vu des crash tests aussi. Les crash tests, c'était impressionnant. Les personnes qui s'attachent pas à l'arrière, ça c'est pas bon. Parce que c'est des projectiles pour ceux qui sont attachés. Et ça peut faire des tués sur les routes à cause de ça. Parce qu'un car, ça peut se retourner très très facilement. Après, j'ai vu aussi avec la sécurité routière, on avait fait aussi j'ai trouvé ça sympa, le car qui se penche, qui est sur vérin et qui se couche. Bah, si vous n'êtes pas attaché, bah, vous pouvez vous blesser grièvement, quoi. Et j'avais trouvé ça sympa comme stage aussi. J'ai vu beaucoup de choses dans cette entreprise, plutôt sympa. Bon voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui aimeraient bien faire ce métier-là. Et n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.